Bonjour à toutes et à tous, Cité Senior s'invite chez vous aujourd'hui avec Sylvie Salignac, sophrologue et formatrice, qui va vous aider à passer des difficultés quotidiennes. Aujourd'hui, c'est la maladie en général, comment l'appréhender et comment gérer les émotions qu'elle provoque. Eh bien, toutes ces réponses grâce à Sylvie. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là à Cité Senior. J'essaye, pour ceux et celles qui me connaissent, j'essaye de vous imaginer chacun et chacune derrière votre écran. On est là aujourd'hui, en tout cas, pour évoquer un sujet que nous avions déjà partagé ensemble, à savoir comment faire face à la maladie. En cette période de Covid-19, effectivement, ce sujet prend un petit peu tout son sens et c'était assez intéressant, en tout cas, de revoir certaines choses pour chacun de vous, y compris celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Face à l'annonce d'une maladie grave, d'une maladie importante, plusieurs émotions vont se produire. La première est la sidération. La sidération survient dans l'instant de l'annonce de cette maladie. La sidération qui est un petit peu comme un blocage de l'esprit, qui, dans un premier temps, refuse cette intrusion de l'idée de la mort. Ce blocage, qui, tout étant naturel, c'est un petit peu comme si notre cerveau se déconnectait. Et ça peut durer, cette phase de sidération va durer quelques instants, quelques minutes tout au plus. Il peut y avoir le déni, qui est une forme un petit peu de protection, c'est-à-dire refuser d'entendre, refuser de croire à ce que l'on vient de nous annoncer. Un petit peu, notre cerveau fonctionne comme par clivage, c'est-à-dire qu'une partie de notre cerveau, de notre esprit sait, une partie refuse de savoir. En fait, c'est une façon pour notre cerveau de commencer à digérer cet apprentissage, à digérer cette nouvelle. Ensuite, la culpabilité, presque inévitable en réponse à une question tout aussi inévitable qui est pourquoi ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Et en fait, c'est un petit peu d'essayer de trouver du sens à ce qui nous arrive, de trouver du sens à cette maladie-là que l'on vient de nous annoncer. Par la culpabilisation, le malade se repositionne aussi au centre de l'événement et c'est un petit peu comme s'il reprenait le contrôle de cette maladie. Alors attention à la culpabilisation, lorsqu'elle devient un petit peu trop, lorsqu'elle va déboucher sur la dévalorisation, il faudra faire attention en tout cas pour l'entourage. Au-delà de ce sentiment de culpabilité, on peut retrouver également très fréquemment la révolte. La révolte qui est une grande colère qui nous permet en même temps d'extérioriser cette nouvelle, d'extérioriser toute la douleur que ça peut entraîner, qui fait en sorte de trouver une causalité extérieure à soi. Donc souvent on peut s'en prendre à son médecin, à son conjoint, un médicament qui n'a pas fonctionné, à Dieu. Quoi qu'il en soit, cette révolte nous emmène à rechercher un bouc émissaire. C'est un réflexe qui est très fréquent chez la plupart des gens. Et cette révolte peut être rassurante, en tout cas pour les gens de l'entourage, parce que cela signifie que la personne malade a encore des ressources pour se battre, puisque si on a des ressources, effectivement, on aura plutôt tendance à penser que l'on va plus facilement guérir. Mais encore une fois, attention, même si la personne malade a des ressources, cela ne signifie pas qu'elle souffre moins que si elle n'en avait pas. Une autre de ces émotions que l'on va rencontrer fréquemment, c'est le combat, c'est-à-dire de vouloir combattre la maladie, donc aller rechercher des réponses de partout, aller se renseigner sur Internet, aller à tous les rendez-vous médicaux. Cette notion de combat, attention, elle peut être très positive dans la mesure où effectivement l'action va canaliser l'angoisse de cette maladie. Toujours est-il qu'il faut faire très attention à ce combat et ne pas tomber non plus dans quelque chose de trop excessif. Cette activité est comme une forme de sublimation, en fait, comme le fait de rechercher aussi des réponses dans la spiritualité. Il est nécessaire de prendre en compte que tous les malades vont trouver des propres réponses qui leur appartiennent et ce sont leurs propres réponses. Chaque malade va trouver sa propre réponse et il ne faut pas croire que ces réponses vont épargner leur angoisse. Un autre comportement que l'on retrouve chez la personne malade, c'est effectivement le marchandage. Le marchandage qui est de discuter avec la maladie, de la négocier, avec soi comme avec les médecins. On peut entendre effectivement, tiens, si je fais telle ou telle chose, je serai moins malade, ou si je fais telle ou telle chose, ma maladie sera moindre. Ce marchandage permet de nourrir l'espoir
quoi qu'il en soit, et de calmer aussi un petit peu le tumulte émotionnel. C'est aussi une tentative de réintroduire cette notion de sens dans la maladie et de pouvoir la maîtriser. Une émotion très fréquente qui est à prendre avec toute attention, c'est la tristesse. La tristesse qui peut devenir comme une compagne habituelle. Cette tristesse peut être une forme d'acceptation de la maladie, mais attention à ce que cette tristesse ne soit pas assortie de désespoir, que cette tristesse ne bascule pas dans un fatalisme ou dans une sorte de passivité. Dans ces cas-là, l'entourage va prendre aussi toute son importance pour pouvoir agir et faire en sorte que la personne malade ne tombe pas aussi dans un état dépressif. Nous venons de voir un ensemble de comportements, un ensemble d'émotions qui sont tout aussi naturelles et qui font partie intégrante de ce que l'on appelle la phase de deuil. Car il s'agit bien là de deuil, c'est-à-dire le deuil de la bonne santé, le deuil de la vie sans médicaments, le deuil de la vie qu'on avait avant avec plus d'insouciance. Toutes ces émotions sont toutes les unes enchevêtrées avec les autres, elles vont toutes aller et venir, il n'y a pas de processus qui soit dans un ordre plus que dans un autre. Certaines fois, les émotions vont être très intenses, vont repartir, vont revenir. Il n'y a pas de modèle pour faire un deuil, mais il y a selon comment chaque personne va pouvoir le vivre. Et effectivement, on est bien là dans un processus de deuil, qui est un processus, c'est-à-dire qu'il est vivant et qu'il va bouger et évoluer avec le temps. Pour ce processus, dans un premier temps, on peut déjà demander de l'aide. C'est-à-dire comment faire face avec cette maladie que l'on vient d'apprendre, comment faire face avec toutes ces émotions qui viennent rajouter des difficultés à la maladie et à l'état physique. Tout d'abord, c'est voir de l'aide, demander de l'aide, oser demander de l'aide. De l'aide, on peut en trouver en dehors de son entourage personnel, en dehors de sa famille. Tout d'abord, on peut retrouver pour certaines personnes des groupes de parole qui vont effectivement être sur des sujets liés avec notre maladie. Ces groupes de parole vont avoir un sens tout à fait bénéfique parce que dans ces groupes, on va se retrouver moins seul. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme nous. Cette sensation d'être compris et écouté par des pairs, si je puis dire, va apporter aussi un bénéfice assez important. Pour celles et ceux qui n'aiment pas ou qui ne souhaitent pas participer à des groupes de parole, il peut y avoir des aides psychologiques avec des psychothérapeutes, psychologues ou psychiatres qui vont pouvoir aussi apporter, avec un regard extérieur, avec du recul, une aide pour pouvoir traverser cette époque. Parce qu'on est bien dans le fait de pouvoir être aidé à traverser ce moment-là. Il y a également tout un tas de médecines alternatives, sophrologie, hypnose, acupuncture, qui vont pouvoir aussi venir aider dans la gestion des émotions. On a vu tout à l'heure de toutes les émotions et comportements qui étaient liés à cette phase-là. Et effectivement, apprendre à gérer ces émotions va avoir un impact tout à fait favorable et positif dans cette période pour nous aider à mieux la vivre. Il y a aussi d'autres techniques dans l'aide qui sont plutôt orientées sur la sophrologie ou l'hypnose, mais qui vont aider dans la gestion de la douleur. Lorsque la maladie engendre de la douleur, il ne s'agit pas de faire sans, mais de pouvoir plutôt apprivoiser et faire avec pour pouvoir mieux vivre avec cette douleur-là et avec cette maladie-là. L'important, c'est que pour la personne malade, elle puisse savoir qu'il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent venir la soutenir dans cette phase de maladie, tout comme pour les personnes proches de la personne malade, c'est-à-dire l'entourage familial, l'entourage amical, de savoir que si la personne malade ne demande pas d'aide, elle-même, l'entourage peut lui aussi trouver du soutien dans cette phase-là. Une deuxième chose qu'il est important de prendre en compte, c'est aussi comprendre la maladie. Comprendre la maladie, donc on n'est pas dans la notion de combat dont on a parlé tout à l'heure, mais comprendre la maladie, c'est aussi s'interroger. Quels étaient les événements? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie au moment de l'apparition des premiers symptômes? Le psychisme a une part importante dans l'apparition de symptômes ou dans l'aggravation de symptômes qui étaient déjà en place au niveau du corps. Le fait de pouvoir comprendre cela peut nous aider à trouver un sens et à voir aussi quelles sont les émotions qui vont se rejouer avec cette maladie pour pouvoir avoir une meilleure gestion d'elle-même.
Quand on prend bien conscience que notre psychisme peut avoir un impact considérable sur notre santé physique, cela donne tout son sens à la gestion des émotions et peut nous aider justement à renforcer des émotions agréables et positives et à pouvoir mieux traverser cette période-là. Ensuite, une étape qui est importante pour nous aider à faire face à cette maladie, c'est prendre part aux soins, c'est-à-dire prendre en charge aussi tout ce qui peut se passer, être acteur, se déplacer pour les soins, demander au médecin, prendre des renseignements, mais tout cela dans un effet bénéfique, tout cela dans un effet acteur. Alors, je propose de faire très attention. Il peut y avoir sur Internet, peut avoir très facilement accès à des forums, ces forums qui peuvent nous apporter tout un tas d'informations, mais j'ai vu trop souvent des personnes qui justement trouvaient des réponses qui n'étaient pas forcément en leur faveur et qui vont générer beaucoup plus d'anxiété. Donc il est préférable d'éviter tout ce type de forum et de pouvoir, dans l'action de la prise en charge de nos soins, plutôt de se référer à des personnes qui soient fiables et formées. Une part importante dans le fait de pouvoir faire face à la maladie, c'est effectivement un sujet d'actualité de plus en plus, c'est de vivre dans l'instant présent. L'instant présent, c'est être ici et maintenant, alors que l'anticipation, le stress que va générer l'apprentissage de maladie est plutôt dans quelque chose qui n'est pas forcément encore arrivé. La plupart du temps, le stress, c'est l'anticipation de quelque chose qui n'est pas là. On ne sait pas comment sera demain. Par contre, aujourd'hui, on sait comment on peut traverser ce moment-là. Ici et maintenant, c'est ressentir, c'est écouter aussi ce que va nous dire notre corps, écouter son langage, rester toujours dans ces moments de ressenti. L'instant présent est précieux, il est là, il est bien réel, et c'est la seule chose qui soit réelle, car le passé n'existe plus et demain n'est pas encore là. L'instant présent, effectivement, comment faire ? On parle beaucoup d'instant présent, mais comment est-ce que ça se passe concrètement ? Concrètement, justement, être dans l'instant présent, c'est ne rien faire, c'est simplement rester là, assis, debout, à contempler ce qu'il y a autour de soi, à écouter les gens qui sont autour de soi également. C'est simplement écouter, être présent et ne rien faire. Quand on est à se demander ce que l'on peut faire ou comment ça peut être, là, on n'est plus dans l'instant présent. Mécaniquement, psychologiquement, lorsque l'on est dans l'instant présent, on est ici et maintenant, je le répète volontairement, et dans ces moments-là, on est dans le ressenti. Notre cerveau ne sait pas faire deux choses à la fois, il ne sait pas y penser et ressentir. Quand on est dans les pensées, on est déjà dans demain, dans ce qui va se passer ou dans ce qui s'est produit jusqu'à la veille, alors que dans l'instant présent, on est ici et maintenant dans le ressenti. Et c'est dans cet instant-là, dans ce ressenti-là, que la ronde des pensées va pouvoir s'apaiser, que l'on va pouvoir également trouver soi-même des ressources, des moments d'apaisement mental. Vivre l'instant présent, c'est un entraînement. Ça n'est pas si simple pour nous qui avons l'habitude de courir de partout, de penser, de faire plusieurs choses à la fois. Et pourtant, dans ce moment-là, c'est crucial de l'apprendre. Il suffit de le faire un petit peu à chaque fois, de prendre quelques instants, quelques minutes, et d'être pleinement concentré sur ce que l'on fait. Et vous verrez qu'à force de vous le faire, à force de vous entraîner, ce sera de plus en plus simple, et vous aurez de plus en plus envie de pratiquer ces moments de détente. Un dernier point, qui est tout aussi important, après tout ce que nous venons d'évoquer, est celui de prendre de la distance avec la maladie, de prendre cette distance et surtout de favoriser le bien-être. Oui, la maladie est là, la maladie est présente, il faut faire avec les soins, il faut faire avec tous ces chamboulements dans notre vie, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre entourage. Et pour autant, nous pouvons aussi prendre du recul par rapport à cette maladie. Cette maladie, c'est une partie de soi qui est malade. Nous ne sommes pas cette maladie. Encore une fois, quel impact nous lui accordons dans notre vie ? Quelle place nous devons lui laisser émotionnellement, en plus de physiquement ? Favoriser le bien-être peut commencer par effectuer quelques activités physiques, toujours dans la mesure du possible, en fonction de la maladie, en fonction de notre corps. Il peut y avoir des activités plus ou moins douces, telles que le yoga ou la natation. Chez soi également, en ces temps de confinement, on peut pratiquer un petit peu de marche dans son salon, bouger avec quelques litres de lait ou bouteilles d'eau. L'essentiel, c'est de pouvoir bouger.
On peut également développer des activités plus créatives quand on est dans l'impossibilité de bouger ou en plus des activités physiques, des activités créatives telles que de la peinture, du dessin, de l'écriture, des mots fléchés. Il est important toujours de solliciter ce qui va nous faire plaisir, ce que nous aimons, ce qui peut nous faire oublier quelques instants cette maladie. Autre chose très 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 importante, c'est de rester en contact avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette maladie, des gens qui ne sont ni médecins, ni malades, des gens qui vont nous permettre de discuter de sujets différents, qui vont nous faire aussi oublier cette maladie, nous faire oublier cette présence. Cultiver ces moments-là, ces moments précieux, une fois par semaine, une fois par jour, tant que c'est possible. Alors que ce soit par le biais de vidéoconférences, que ce soit par le téléphone, lorsque le déconfinement arrivera, que ce soit en réel, peu importe, mais l'essentiel, c'est vraiment de garder contact avec des gens qui vont nous faire penser à autre chose qu'à la maladie. Dans la mesure du possible, pouvoir, pour celles et ceux qui ont un jardin, s'installer à l'extérieur, prendre un petit peu d'air, un petit bol d'air. Celles et ceux qui ne peuvent pas, se mettre à la fenêtre, ou encore celles et ceux qui ne peuvent pas, des tas d'exercices de sophrologie peuvent nous permettre d'imaginer que nous prenons ce bol d'air frais. Notre cerveau ne fait guère de différence entre ce que nous imaginons et la réalité, où tous ces exercices de sophrologie, de ce que l'on appelle l'imagerie mentale, vont prendre tout leur sens. Il est important de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer qu'à un moment, on peut être dehors, on peut être à l'extérieur, ou par ces temps de confinement, se remémorer ces moments où l'on pouvait être à l'extérieur et qui devraient revenir progressivement à la normale très prochainement. Un dernier point pour favoriser le bien-être est d'écrire son livre d'or. Ce livre d'or, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que d'écrire chaque jour sur un livre, sur un cahier, tout ce qui a été de positif dans notre journée, tout ce que l'on a pu faire, tout ce que l'on a pu dire, tout ce que l'on a pu apprendre en dehors de la maladie. Tout ce qui est positif, c'est-à-dire tout ce qui est agréable pour soi. Et c'est important de cultiver tous ces moments-là. La difficulté, quand on est malade, c'est justement de sortir de ces émotions que cette maladie va engendrer, ces émotions difficiles, ces émotions douloureuses, cette phase de deuil, car il s'agit bien d'un deuil, effectivement, comme on l'a déjà évoqué, le deuil de la bonne santé, le deuil de la période où tout allait bien. Et on a vite fait, très très vite fait, de sombrer dans des états dépressifs. Cultiver le bien-être, cultiver tout ce qu'il y a de positif autour de soi va nous aider, c'est un petit peu comme une bulle d'air, va nous aider à favoriser justement des instants agréables. Plus nous allons nourrir ces instants, plus nous aurons envie de les revivre et plus naturellement nous pourrons nous orienter vers ces moments positifs. Ces moments ne vont pas faire partir la maladie, ces moments sont simplement là pour nous servir de recharge, de batterie, pour pouvoir repartir, pour pouvoir, pendant quelques instants, l'oublier, faire avec. Il n'existe pas de grande réussite. Jour après jour, heure après heure, chaque moment est une réussite en soi. Un petit moment où nous avons réussi pendant 1 minute à nous détendre, à rire avec quelqu'un même au bout du fil, un moment où nous avons pu nous concentrer sur quelque chose d'agréable comme un mot fléché ou regarder un programme intéressant à la télévision. Tous ces moments-là sont des réussites et ce sont ces moments qui, mis bout à bout, vont nous aider tout simplement à vivre plus facilement ces moments délicats que lorsque la maladie est là. Voilà, ce sujet, comment faire face à la maladie, prend fin. J'ai été ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. J'espère qu'il vous aura apporté en tout cas quelques clés, quelques petits trucs pour pouvoir mieux vivre ces moments qui peuvent être parfois difficiles. Et j'aurai en tout cas grand plaisir à vous retrouver à Cité Senior très prochainement en réel.